il y a quelques jours, le 22 mars dernier, la Direction des affaires criminelles et des grâces a diffusé une dépêche au parquet pour leur présenter la nouvelle contravention de participation à une manifestation interdite. Cette nouvelle contravention découle d'un décret du 20 mars 2019, donc d'il y a quelques jours. Elle est sanctionnée d'une amende de 4e classe. Et dans cette dépêche, j'ai également appelé l'attention des procureurs sur les nouveaux modes de recueil de preuves ayant vocation à être développés par les forces de l'ordre dans les prochaines semaines, tels que des produits de marquage ou bien des moyens vidéo, qu'il s'agisse de caméras piétons, de drones ou d'hélicoptères dotés de caméras. Donc, j'ai dit au procureur, évidemment, que tous ces moyens de preuve pouvaient être utilisés à l'encontre de ceux qui commettent des dégradations. À ce jour, en application des directives de politique pénale que j'ai été amenée à prendre, environ 9000 personnes ont été placées en garde à vue depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. 9000 personnes placées en garde à vue, en lien évidemment avec les débordements occasionnés par ces mouvements. Les magistrats du parquet et ceux du siège se sont pleinement mobilisés, y compris évidemment lors des week-ends, puisque le traitement de ces gardes à vue, il a généralement lieu le week-end, le dimanche. Donc y compris lors de week-ends ou d'audiences, parfois très tard le soir, pour traiter cet afflux de procédures qui a été assez inédit, notamment au tribunal de Paris. Permettez-moi d'ailleurs de profiter de cette occasion pour dire un mot afin de saluer l'action conduite, l'engagement conduit et mené par les magistrats ces derniers mois, évidemment dans le cadre de cette situation assez inédite. Les suites judiciaires qui ont été données par les magistrats à ces gardes à vue s'analysent de la manière suivante. Il y a eu environ un peu plus de 150 jugements de relax et environ 1800 décisions de classement sans suite pour insuffisance de charge ou bien irrégularité de la procédure au moment de l'interpellation. Donc on va dire à peu près un quart, pas tout à fait, non pas tout à fait un quart, ont été traités de cette manière-là. Pour ce qui est des faits les moins graves, il y a eu environ 1800 décisions d'alternatives aux poursuites qui ont été prises par les procureurs. Ces décisions d'alternative aux poursuites sont essentiellement des rappels à la loi. Donc, il y a eu environ 4000 affaires qui ont fait l'objet d'un renvoi devant les tribunaux. Au moment où je vous parle, on dénombre à peu près 1800 affaires qui sont en attente de jugement. En effet, vous le savez, soit il y a des comparutions immédiates qui ont dû être repoussées à la demande des personnes qui faisaient l'objet de ce jugement, ou bien pour d'autres raisons. Donc nous avons à peu près 1800 affaires en attente de jugement. Il s'agit d'un chiffre qui est en constante évolution, puisque évidemment, très régulièrement, des enquêtes sont menées à leur terme, et permettent évidemment au parquet de prendre des décisions supplémentaires de renvoi devant le tribunal. 2000 condamnations ont été prononcées. Permettez-moi, encore une fois, d'insister sur le caractère instable et évolutif de ce chiffre, qui est donc en constante consolidation et qui varie d'ailleurs selon que l'on y inclut les jugements définitifs, parce qu'ils n'auraient pas encore été notifiés aux intéressés ou qu'ils auraient été frappés d'appel. Donc, ces chiffres-là sont à prendre évidemment avec beaucoup de prudence, mais il y a eu globalement 2000 condamnations qui ont été prononcées. Pour ce qui est des peines prononcées, il ressort des données qui nous ont été remontées par les parquets généraux qu'environ 40% des condamnations ont donné lieu à un prononcé de peine d'emprisonnement ferme. Les quantums de peine prononcés sont variables et s'étalent entre quelques mois et 3 ans. Il y a environ, sur ces prononcés de peine de condamnation ferme, environ 400 mandats de dépôt qui ont été décernés, soit à titre d'écrou, soit dans le cadre d'une détention provisoire.
Donc, s'il y a eu 40% de condamnations à des peines d'emprisonnement ferme, ça veut dire qu'il y a eu 60% de peines alternatives à l'emprisonnement qui ont été prononcées. Il s'agit de peines qui ont soit fait l'objet d'un sursis intégral, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis tige ou amende. Et donc, ça représente, comme je vous le disais, à peu près 60% des peines prononcées par les tribunaux. La peine d'interdiction de séjour, notamment à Paris, a été fréquemment prononcée à titre complémentaire, notamment dans le cadre des comparutions immédiates. Donc je crois que les magistrats du siège ont, dans le cadre de leur indépendance statutaire, fait le choix de sanctions qui sont adaptées et équilibrées, adaptées à la fois aux infractions qui avaient été relevées et équilibrées évidemment également en fonction de la personnalité de la personne qui était présentée. On a eu dans un certain nombre d'hypothèses des gens qui arrivaient devant la justice pour la première fois avec un casier judiciaire totalement vierge, des gens qui en revanche avaient déjà un casier. Donc évidemment, les magistrats du siège ont tenu compte de l'ensemble et de la variété de ces profils pour prendre leurs décisions. Enfin, pour terminer, je rappelle que de nombreuses enquêtes sont actuellement en cours, généralement dans le cadre préliminaire sous la direction du parquet. Des informations judiciaires ont également été ouvertes auprès de juges d'instruction afin d'identifier les auteurs des faits les plus graves. Je pense par exemple aux dégradations qui ont été commises à l'Arc de Triomphe ou bien à la préfecture du Puy-en-Velay, ou encore concernant la tentative de lynchage de motards policiers sur les Champs-Élysées. Je rappelle que les enquêtes sont liées à l'exploitation des données vidéo, entre autres à l'exploitation des données vidéo dont nous disposons, ce qui nous permet de pouvoir ensuite interpeller les personnes qui figurent sur ces vidéos. Permettez-moi pour conclure de dire un mot enfin sur la question des suites qui sont données aux plaintes déposées par des manifestants pour des violences imputées aux membres des forces de l'ordre. Évidemment, je salue le travail des forces de l'ordre qui réagissent la plupart du temps avec beaucoup de calme et de proportionnalité aux difficultés auxquelles ils ont à faire face. Mais je voudrais également vous dire que l'autorité judiciaire veille à ce que des enquêtes soient systématiquement diligentées lorsque de telles plaintes sont déposées. Il en va de la crédibilité de nos institutions. L'action des forces de l'ordre en charge du maintien de l'ordre public doit en effet toujours se faire dans le respect des principes qui sont liés à l'usage de la force et qui s'analysent en deux termes, la nécessité d'une part, la proportionnalité de la réponse d'autre part. À l'heure actuelle, nous recensons 290 plaintes qui ont été déposées à l'encontre des forces de l'ordre depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Dans la majorité des cas, les investigations ont été confiées par le parquet ou par les juges d'instruction à l'IGPN. À ce jour, la quasi-totalité de ces enquêtes est encore en cours et aucune poursuite à l'encontre des membres des forces de l'ordre n'a été encore portée à notre connaissance. En revanche, 17 de ces procédures sur les 290 sont déjà fait l'objet d'un classement sans suite. En tant que garde des Sceaux, il ne m'est évidemment pas possible de préjuger ce que pourrait être le résultat de ces enquêtes. Mais il m'apparaît évident que si des manquements graves aux règles qui entourent les conditions posées par la loi concernant le recours à la force ont été violés, alors une sanction pénale devra être prononcée. Permettez-moi pour autant de rappeler que, en soi, le principe du recours à des équipements qui ont été décriés par certains comme les armes intermédiaires de type LBD ne sont pas, ou n'est pas, le recours n'est pas en tant que tel illégal. Je vous rappelle que pour les LBD, le Conseil d'État a eu récemment l'occasion de le préciser après en avoir été expressément saisi en référé. Donc dans ce type d'affaires, il appartient à l'autorité judiciaire de déterminer au cas par cas, sur la base des plaintes reçues et des enquêtes qui sont conduites, si le recours à la force, et notamment à ce type d'arme, a pu être effectué d'une manière qui n'est ni nécessaire ni proportionnée, et il nous appartiendra d'en tirer toutes les conséquences sur le plan pénal.
Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, ce que je souhaitais dire à titre liminaire à nos échanges sur ce sujet. Je terminerai en disant qu'en toute hypothèse, en tant que garde des Sceaux, et avec les magistrats du parquet comme du siège, nous sommes avant tout attachés au respect de l'ensemble des règles qui fondent l'État de droit. Je crois que c'est important à rappeler. C'est aussi une crédibilité. Il y en va de la crédibilité de nos institutions. Je suis maintenant, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, à votre disposition pour répondre à vos questions.